Bien, mientras que van entrando, quiero decir algo importante. Nosotros vamos ahora a tener la conferencia de clausura del profesor Grob, ahora me referiré a él, y luego la comida será a la 1:30, en vez de a las 2, a la 1:30. Y por la tarde habrá un autobús para venir al concierto de la Orquesta de Extremadura, que partirá del Parador a partir de las 7:30, para luego regresar a las 9, 9:10 al Parador otra vez. Y he de decirles que no hay más, o sea que simplemente decir lo de la conferencia de clausura ahora, lo de la comida a la 1:30 y lo del Parador. También a las 4:30 habrá una visita guiada al teatro y anfiteatro romanos para todo aquel que quiera llegar hasta allí. Y a las 5:30 yo recibiré con mucho gusto a los que quieran estar en el Museo Nacional de Arte Romano. Y simplemente no presentar al profesor Pierre Gros, porque su relevancia es bien conocida de todos. Yo simplemente lo único que quiero decirle es que para nosotros es un gran honor que él haya hecho un alto en el camino de sus múltiples actividades y que esté aquí con nosotros, una vez más, siendo deferente con Mérida la arqueología emeritense. Así que, profesor, muchísimas gracias. Je remercie très bien la présence. Y nada, pues tiene la palabra para pronunciar la conferencia de clausura sobre la arqueología clásica hoy. Sí. Muchas gracias, José María Álvarez Martínez. L'archéologie classique, aujourd'hui, problème de définition et d'extension. Les termes mêmes de cet intitulé rassemblent tous les éléments d'un débat qui, sous des formes plus ou moins virulentes, se réanime périodiquement, car il se trouve au cœur de la recherche contemporaine sur le passé de nos pays européens. Il n'est certes pas possible d'en examiner tous les aspects dans le temps qui nous est imparti. Du moins pouvons-nous essayer d'en dégager les grandes lignes pour évaluer les enjeux impliqués dans la question centrale de la rémanence et de la légitimité de cette notion d'archéologie classique, notion qui, à bien des points de vue, pose aujourd'hui de nombreux problèmes. Éliminons d'abord l'ambiguïté d'une terminologie qui, depuis le XIXe siècle, semble admise par tous. L'adjectif ne s'applique pas à la pratique elle-même, classique, mais à son objet. On devrait parler, pour que les choses soient claires, d'archéologie des siècles ou des temps réputés classiques. Mais alors, le sens du mot classique n'en est que plus difficile à cerner. Se fondant sur la pratique ordinaire de son temps, Tatarkiewicz, dans un article célèbre publié en 1958, reconnaissait à la notion de classicisme 4 acceptions différentes. 1 est classique, ce qui est représentatif d'une série. 2, au sens chronologique du terme, classique est synonyme de gréco-romain, voire du sommet de la culture grecque et s'oppose à archaïque en amont et à hellénistique en aval. 3, au sens historique ou plutôt historiciste, sont classiques les auteurs, les artistes ou les architectes qui sont en accord avec les règles traditionnelles de leur activité créatrice. 4, au sens esthétique, sont classiques les œuvres d'où se dégage une harmonie qui tient moins à leur beauté propre qu'à l'adéquation de la forme et du fond. Il est clair que pour notre propos, seule importe la deuxième signification chronologique. Mais on voit bien que même dans ce cas, le mot comporte, qu'on le veuille ou non, une dimension normative qui impose comme des réalisations insurpassables les œuvres répertoriées dans la période ainsi définie. Les harmoniques du terme et son origine évoquent un jugement de valeur implicite dont il est difficile de se départir, et cette conception trouvait encore récemment sa justification dans l'idée que l'histoire de la Grèce antique présentait pour nos communautés un caractère fondateur. Sans nous arrêter au jugement tout de même très daté de John Stuart Mill, qui écrivait en 1859, je cite, que même en tant qu'événement de l'histoire anglaise, la bataille de Marathon était plus importante que la bataille d'Hastings, nous pouvons songer à cette affirmation de Hannah Arendt, penseur original et peu favorable aux idées reçues,
selon laquelle ni la Révolution américaine ni la Révolution française n'auraient eu lieu sans l'exemple fourni par l'Antiquité classique. Notre intention n'est pas d'apprécier la valeur d'une telle formule émise en 1967 encore, et qui n'est assurément pas dénuée de pertinence, mais de souligner, à travers elle, la suprématie d'un système axiologique qui régentait encore, il y a relativement peu de temps, l'analyse des anciennes civilisations méditerranéennes. Que reste-t-il de tout cela dans le contexte universitaire et scientifique de notre époque? Peu de choses, à vrai dire, si l'on s'en tient de catégories officiellement reconnues, car d'une part, la notion même d'archéologie classique s'est considérablement élargie, du point de vue d'abord de la chronologie et de l'extension géographique, puisque si l'on en juge, par exemple, par l'ouvrage collectif Klassische Archäologie, publié en 2000 sous la direction de Adolf Borbein, Tonio Hölscher et Paul Zanker, le champ de recherche entendu sous cette dénomination traite aussi bien de l'Orient grec que des provinces romaines. Il suffit pour s'en convaincre de consulter les Hinweise für Autoren du Jahrbuch des Deutschen Archäologischen Instituts ou bien les articles accueillis par la revue archéologique, pour ne citer que deux des périodiques européens les plus autorisés et les plus anciens en ce domaine. Il suffit de consulter tout cela pour comprendre que la période gréco-romaine est certes au centre des préoccupations de ces périodiques, mais qu'elle n'est plus seule en cause, la Vorgeschichte vers le haut et la Spätantike vers le bas étant présentées comme également de leurs compétences. Sans vouloir donner à la distinction de Cleveland une autorité qu'elle ne prétend pas avoir, disons qu'il est de plus en plus nécessaire de faire la différence entre classical avec un C majuscule, au sens restreint, qui est censé couvrir la période de 480 à 320 avant Jésus-Christ, et classical avec un petit c, dans ce sens large, qui est aujourd'hui le plus courant, du moins dans ses applications institutionnelles, et qui va de 1200 avant Jésus-Christ à peu près à 476 après. L'un des ouvrages récents les plus remarquables, tant par son contenu que par sa méthode, et qui est appelé à régner sur la didactique de nos disciplines pour de nombreuses décennies, celui de Mario Torelli, Mauro Menichetti, Gianluca Grassilli, intitulé Arte e Archeologia del Mondo Romano, Milan 2011, embrasse en une vision historique pleinement dominée et dialectiquement articulée un arc temporel qui va de la protohistoire à la fin du monde romain. Comprenez bien qu'en l'occurrence, il ne s'agit pas seulement d'un changement de définition, mais d'une véritable conversion épistémologique. Pour ne prendre qu'un exemple, nous rappellerons que la prise en compte toujours plus attentive de la période hellénistique a mis en évidence la profondeur et l'ancienneté des relations historico-culturelles entre les deux ères, occidentale et orientale de la Méditerranée, et que le monde italique avait assumé au cours des derniers siècles avant l'ère chrétienne un rôle fondamental dans la diffusion et la revitalisation des valeurs proprement helléniques. De ce point de vue, un fil rouge peut être suivi depuis le colloque fondateur organisé en 1974 à Göttingen par Paul Zanker jusqu'au dernier manuel paru en 2011 à Rome sous la plume de Enzo Lippolis et Giorgio Rocco, Archeologia greca, Cultura, Società, Politica e Produzione. Pour ce qui concerne les thématiques, justement, l'amplification n'est pas moindre, comme on le comprend du reste à la seule lecture du sous-titre du livre que nous venons de citer, L'art grec, puisqu'il ne s'agit plus depuis longtemps, en tout cas plus seulement, d'étudier l'évolution de l'art grec ou hellénistique et de ses interprétations romaines ou provinciales, mais d'ouvrir la réflexion aux questions de l'urbanisme et de la vie quotidienne, de la religion et du droit, de l'artisanat et du commerce, des statuts sociaux et des pratiques funéraires, etc. Bref, à tous les centres d'intérêt d'un historien de la société, et le présent congrès international d'archéologie classique auquel nous venons de participer, qui se déroule significativement dans l'une des capitales hispaniques de l'Empire romain et dont les communications ont abordé tant de sujets divers, est évidemment emblématique de cette ouverture. Dans un tel cadre, les disciplines traditionnelles de l'épigraphie, de la numismatique, de la céramologie, de l'iconographie se sont amplement développées, mais leurs acquis ont pris souvent un sens nouveau et ont permis l'intégration d'objectifs jusqu'alors méconnus, ceux de la quantification des données économiques,
d'une meilleure compréhension des techniques et des conditions de la production, de la prosopographie et des politiques familiales, etc. D'autre part, la quête des vestiges du passé sur le terrain, au moyen de méthodes dont l'affinement est dû non pas aux chercheurs classiques, reconnaissons-le, mais à ceux qui se donnèrent pour tâche, dans la seconde moitié du siècle dernier, d'analyser les périodes dites pré- et proto-historiques. Cet affinement a fait perdre à l'archéologie classique en tant que technique d'investigation sur le terrain, une grande part de son exemplarité, si tant est qu'elle n'en ait jamais eu une. Et de ce fait, la notion de culture matérielle, malgré les combats d'arrière-garde, figure maintenant parmi les rubriques principales de notre discipline. Désormais, non seulement l'analyse stratigraphique s'est imposée, mais des méthodes nouvelles comme la palynologie ou l'archéozoologie sont apparues, qui font progressivement entrer la recherche dite classique dans le vaste domaine de l'anthropologie. Enfin, la globalisation de la pensée dans tous les domaines scientifiques et la fin de la suprématie de l'Occident européen ou américain ont puissamment entamé la centralité fondée sur un hellénocentrisme plus ou moins clairement revendiqué, quelles que soient par ailleurs les découvertes bouleversantes auxquelles cette archéologie donne toujours lieu et la rigueur désormais acquise de sa démarche. Le paradoxe de la situation tient en ceci que ce qui, pour tout autre secteur scientifique, serait conçu comme une série de progrès, tant pour ce qu'on appelle l'archéologie classique, sinon à la dénaturer, du moins à l'aligner sur les autres disciplines du même genre, et à lui faire perdre une part, apparemment, de sa spécificité. Doit-on considérer que cette notion a désormais perdu dans le paysage scientifique actuel sa pertinence thématique et méthodologique? En dépit des évolutions irréversibles que nous venons de retracer à grands traits, il nous semble que l'archéologie classique garde en fait une spécificité qui n'est pas tout à fait celle qu'on lui reconnaissait autrefois, mais qu'il importe d'autant plus de définir pour en cerner l'intérêt et les limites. En d'autres termes, qu'est-ce qui distingue dans les universités britanniques, indépendamment de la définition de leur secteur de compétences, les classics des autres départements voués à l'étude du passé? En quoi un musée comme celui de l'Acropole d'Athènes ou celui de l'art romain à Mérida est-il différent d'un musée de site ordinaire, et pas seulement en raison du nombre et de la qualité des œuvres qui sont présentées? En quoi la publication d'un monument de Délos, la localisation d'un édifice important de la Rome antique ou la mise en évidence d'un schéma d'implantation normalisé pour telle ou telle ville coloniale, entre guillemets, qu'elle soit grecque ou romaine, contribue-t-elle davantage à la compréhension de notre univers que n'importe quelle autre monographie consacrée à un grand édifice non méditerranéen ou à un site antérieur au siècle gréco-romain? Un bref regard sur les origines de cette archéologie classique, qui reste du point de vue de la chronologie la plus ancienne de toutes, même si son nom n'entre dans l'usage courant que dans la seconde moitié du XIXe siècle, peut nous aider dans un premier temps non seulement à conjurer les vieux démons ou les tenaces illusions qui ont durablement entravé ces progrès, mais aussi à définir la singularité qu'au milieu des autres sciences dites humaines, l'archéologie classique préserve et doit continuer à préserver. Il n'est pas question de faire un historique complet de cette branche si particulière de la recherche sur le passé, mais de tenter de retrouver l'orientation et le contenu de son programme initial, ainsi que les méthodes, souvent déconcertantes pour nous aujourd'hui, qu'elle a mises en œuvre dans le dispositif de ce que les collègues germaniques ont appelé rapidement l'Altertumswissenschaft, afin de mieux définir ensuite la place de cette archéologie, ses limites et surtout sa légitimité dans le paysage archéologique d'aujourd'hui. Rappelons d'abord qu'une science historique ne se constitue comme telle que si l'époque étudiée se trouve à une distance suffisante pour qu'une véritable rupture puisse s'établir entre les observateurs et leur objet. C'est la raison pour laquelle l'archéologie classique, qui ne s'appelait pas encore ainsi, commence à émerger dès la première Renaissance italienne. Dès lors, en effet, l'Antiquité apparaît comme une véritable période lointaine et close sur elle-même, dont il convient de retrouver l'esprit et les créations par-delà les siècles médiévaux. Erwin Panofsky a bien montré naguère que la proximité parfois douloureuse dans laquelle se trouvaient les clercs du Moyen-Âge à l'égard de l'Antiquité n'a pas peu contribué à le rendre celle-ci à la fois familière et impénétrable. Et le récent colloque de Göttingen en 2004
a pu mettre en évidence die Präsenz der Antike im Übergang vom Mittelalter zur frühen Neuzeit a pu mettre en évidence ce phénomène. Mais en même temps, et c'est là le paradoxe fondamental de cette découverte, entre guillemets, du monde antique au XVe et XVIe siècle, ce qu'on en croyait entrevoir, essentiellement à travers les vestiges de la Rome impériale, fut immédiatement annexé comme autant d'exemples à suivre pour créer un art et une architecture qui fussent en rupture avec le monde gothique. Cette volonté de mettre le passé gréco-romain, ou du moins ce qu'on considérait comme tel, au cœur de la création contemporaine, a suscité un nouveau type de relation qui, n'étant plus chronologique, reposait sur des choix concertés. Ces choix, confortés rapidement par l'amplification des trouvailles fortuites, des études systématiques, non seulement en Italie, mais bientôt dans les autres régions méditerranéennes, de la Grèce propre à la Provence, et plus tard par les fouilles du siècle des Lumières, fouilles entre guillemets, Herculanum, Pompéi, Paestum, devaient engendrer et entretenir une axiologie qui, pour longtemps, allait ordonner l'art et la pensée des grands pays européens. Cette dialectique unique en son genre, entre la mise à distance et l'appropriation, qui se manifesta dès les premières décennies du revival de l'Antiquité et qui s'exprime sous ses formes les plus élaborées d'Alberti à Palladio, n'est pas la moindre des particularités de ce qu'on allait appeler plus tard l'archéologie classique. Une autre particularité inséparable de celle que nous venons d'énoncer et qui tient à l'impossibilité où étaient les plus savants de ceux qu'on n'appelait pas encore des archéologues, l'impossibilité où ils étaient d'identifier au plus fort de la prééminence accordée à l'art grec ce qui était authentiquement grec, réside dans l'aspect purement théorique et à ce titre lui aussi unique en son genre dans l'histoire des sciences, des premiers montages chronologiques. En l'absence des originaux les plus significatifs de marbre ou de bronze, la grande périodisation de la sculpture grecque proposée par Winkelmann dans sa Geschichte der Kunst des Altertums 1764 se fondait sur des a priori tirés de la tradition textuelle qu'il connaissait admirablement, mais aussi sur des jugements de valeur qui, en dépit de l'intelligence qu'il avait, nourrie d'une extrême sensibilité esthétique, rendent sa synthèse plutôt incertaine, pour reprendre le mot de Françoise Choët. Rappelons seulement que les premières pièces antiques auxquelles eut accès Winkelmann, et qui furent pour lui une véritable révélation, sont les Herculanaises, die Herkulerinnen, qui, vues à Dresde, retrouvées sur le site de Portici en 1711, ces deux statues féminines, qui appartiennent au décor du front de scène du théâtre d'Herculanum, où Winkelmann crut voir d'authentiques créations grecques, sont considérées aujourd'hui comme de belles copies de prototypes praxitéliens des années 330-320 avant Jésus-Christ. À vrai dire, cette projection d'une perfection oubliée ou perdue qu'il convenait de retrouver ne faisait que reprendre un mouvement dont les siècles antiques avaient eux-mêmes donné l'exemple. La métaphore biologique qui, selon Aristote, régit l'évolution des arts et des sciences, de la jeunesse à la maturité puis à la sénescence, était favorable à l'éclosion périodique de conceptions de ce type. Pour ne retenir qu'un exemple, nous citerons la fameuse notice de Pline l'Ancien sur le Revixit Ars, sur la renaissance de l'art, située par lui approximativement au milieu du IIe siècle avant Jésus-Christ. Elle reflète, comme l'a magistralement démontré Filippo Corelli, une position diffusée dans les cercles athéniens, proches des stoïciens, qui développaient une polémique contre l'art des cours séleucides et attalides, et de celle de Pergame en particulier, afin de réévaluer les productions antérieures à Alexandre. Si nous relisons du reste la vie de Périclès de Plutarque, nous y trouvons à propos de l'acropole d'Athènes l'une meilleure définition de cette notion de classicisme sur laquelle John Griffin a eu le mérite d'attirer l'attention dans une brève note en 1989. En voici la traduction. Plutarque. La beauté de chacun de ces monuments, il parle de l'acropole d'Athènes, leur conféra dès l'époque de leur construction une allure antique, tandis que leur vigueur leur assure une fraîcheur qui dure encore de nos jours, c'est-à-dire au IIe siècle après Jésus-Christ, tant éclate en eux une jeunesse toujours renouvelée qui les préserve de l'atteinte du temps. Le concept qui se dégage ainsi est celui du kallei archaion, d'une beauté acquise par l'ancienneté. Il se révèle finalement très proche de celui qui, pour un Palladio entre autres, justifiait le recours au précepte vitruvien
et aux modèles issus des vestiges de la Rome antique pour l'élaboration de ses propres créations religieuses ou profanes. Il est inutile de souligner que le classicisme, entre guillemets, contemporain, si tant est qu'on puisse encore appliquer cette notion à la quête des traces laissées dans le monde méditerranéen par les civilisations grecques et romaines, ne correspond plus depuis longtemps à cette recherche passionnée d'un idéal plastique transposable dans les réalisations actuelles. Non seulement le néoclassicisme a cessé de vivre depuis longtemps en Europe, et les références architecturales aux anciennes formes canoniques, quand elles n'ont pas disparu totalement, s'expriment avec une liberté qui se veut transgressive ou ironique. Mais en plus, les grands textes fondateurs eux-mêmes, avec lesquels les générations précédentes entretenaient encore une sorte de connivence à travers la pratique même sommaire du latin et plus rarement du grec, ont perdu cette proximité qui leur assurait dans la mémoire collective une sorte de vie posthume, souvent modeste mais tenace. Et cela ne tient pas seulement, comme le disent les nostalgiques des humanités, cela ne tient pas seulement au mauvais état de l'enseignement de ces langues, le latin et le grec, à tous les niveaux des cursus du secondaire et du supérieur, mais aussi au fait que les meilleurs des hellénistes de notre temps, Louis Gernet, Jean-Pierre Vernant, Paul Vidal-Naquet, les ont désacralisés en les analysant en anthropologues plutôt qu'en antiquisants. Et la pratique archéologique elle-même, déjà engagée sur la voie d'un positivisme efficient grâce au programme défini dès les années 1850 par Gerhardt, qui déniait toute primauté aux sources écrites par rapport aux données du terrain, avec raison, et qui souhaitait que les chercheurs fissent abstraction de leurs goûts artistiques pour étudier les œuvres qu'ils mettaient au jour de leurs divers aspects matériels et techniques. Cette pratique et ces goûts n'ont pas cessé, nous le rappelions en commençant, de se développer en ce sens, sur le modèle des sœurs plus exigeantes de l'archéologie des mondes grecs sans écriture, sans écriture. Dans ces conditions, la question se pose vraiment de savoir en quoi l'archéologie dite classique peut donc prétendre, sinon à un statut particulier, du moins à une spécificité réelle. Il nous semble qu'il est au moins un élément central, parce que constitutif de sa nature même, qui lui vaut une place à part, c'est l'importance du rôle qu'on continue de jouer à tous les niveaux de l'investigation, les textes, qu'ils soient littéraires ou épigraphiques. Bien sûr, il n'est pas question de définir comme l'une des conditions de la pratique de cette archéologie la possession approfondie du grec et du latin, même si une peinture plus ou moins épaisse de ces deux langues apparaît fort utile. Il n'est pas non plus question, comme on l'a fait souvent, et encore longtemps, et comme le regrettait déjà Gerhardt, d'établir une hiérarchie entre les textes et les vestiges matériels. Mais il est certain que le retour aux sources antiques, fût-ce en traduction, est d'autant plus recommandé que sur un grand nombre de sites, ces sources apportent des informations indispensables qu'il est toujours imprudent d'ignorer. Non seulement, en effet, elles contiennent une foule de renseignements ponctuels dont certains n'apparaissent dans toute leur évidence qu'à l'occasion d'une découverte fortuite ou au contraire de l'approfondissement d'une recherche topographique, architecturale, iconographique, mais aussi elles nous laissent souvent, au détour d'une phrase ou par l'évocation d'une image, le reflet d'un univers vivant que nous n'entrevoyons d'une façon fugace mais éblouissante qu'à travers les sources écrites. Je pense à la silhouette de Giuliano da Sangallo, se penchant sur un trou qui venait d'être ouvert près de Sainte-Marie-Majeure à Rome et disant simplement, un jour de janvier 1506, après avoir à peine entrevu quelques fragments marmoréens émergeant de la terre, « Questo è il Laocoonte di cui fa menzione Plinio ». Cette image est emblématique de ce qu'apporte le fait d'être véritablement habité, comme l'étaient les architectes humanistes de cette époque, par la littérature, latine ou grecque, surtout latine d'ailleurs en l'occurrence. Certes, rares sont les archéologues aujourd'hui qui peuvent espérer se trouver confrontés au cours de leur vie professionnelle à une telle opportunité. Mais tout récemment encore, la définition du prototype du satyre de Mazara del Vallo, découvert au large de la Sicile en 1997, a suscité d'amples débats, au centre desquels les références à Nonnos de Panopolis, Aristophane, Athénée de Nocratis ont joué un rôle décisif. Plus généralement, on sait quel prix attachent les explorateurs de Corinthe à la Periegésis de Pausanias,
ce que les Delphiens doivent non seulement à ce dernier auteur, mais aussi au dialogue pythique de Plutarque. Et il est inutile de rappeler que sans les multiples données de la tradition textuelle, la topographie historique de la Rome pré-augustéenne ou impériale nous resterait en grande partie opaque. Pour s'en tenir à quelques-unes des découvertes les plus récentes, la connaissance des textes semble avoir pesé d'un poids certain dans l'identification, mais aussi dans la connaissance, dans la compréhension de nombreux vestiges. Qui aurait pu, sans Suétone et sa courte phrase sur la Cenatio Rotonda, la salle à manger tournante de Néron, reconnaître justement cette salle à manger dans les étranges structures dernièrement mises au jour sur le Palatin? Qui aurait pu, sans la description du programme iconographique esquissé en quelques vers des fastes d'Ovide, imaginer, en les replaçant à leur endroit exact, les groupes statuaires d'Énée et de Romulus qui animaient le forum d'Auguste, et reconstituer à partir de quelques fragments épars, retrouvés à Mérida, les images similaires qui ornaient l'un des forums de la capitale de la Lusitanie? Qui aurait été en mesure, sans relire l'aventure d'Alypius, contée par saint Augustin, de situer avec quelque vraisemblance sur la colline de Byrsa le forum de Carthage? Et que dire des progrès accomplis dans l'appréciation de l'urbanisme impérial des grandes cités micrasiatiques comme Éphèse et Smyrne, depuis que j'ai précisé la connaissance de ce qu'on appelle la seconde sophistique, et il n'est pas sans intérêt de rappeler qu'une communication passionnante nous a été donnée sur ce sujet ici même. Il serait aisé de multiplier les exemples à l'infini. Et il faudrait de surcroît évoquer les trouvailles épigraphiques si fréquentes et si nombreuses de l'Asie mineure à l'Hispanie, qui ne constituent pas seulement à elles seules des découvertes insignes, mais entraînent la plupart du temps des remises en place topographiques, ainsi que des attributions et des identifications nouvelles. Chacun sait ici combien les récentes trouvailles, plus fréquentes en Espagne que partout ailleurs, de textes législatifs gravés sur bronze, donc d'autant plus précieux qu'ils nous sont conservés dans leur version officielle, depuis la Tabula Ciarensis jusqu'à la Lex Ursonensis, ont enrichi l'histoire non seulement des sites concernés, mais aussi celle des rapports du pouvoir central avec la périphérie. En d'autres termes, nous croyons pouvoir affirmer que la documentation textuelle et celle du terrain s'avèrent inséparables, et c'était mutuellement. Dépouillé de tout a priori axiologique, ce compagnonnage apparaît comme l'une des composantes, sinon la composante essentielle, de la puissance heuristique de toute recherche digne de ce nom en archéologie classique. Nous n'ignorons pas que l'accumulation exponentielle des découvertes a encore accentué au cours de ces dernières décennies la tendance à la segmentation du champ et à la multiplication des disciplines annexes, chacune d'elles générant son propre jargon, ses propres colloques, ses propres revues. Ce phénomène inévitable, et d'ailleurs par bien des aspects positifs, ne peut évidemment qu'encourager l'archéologue à se cantonner à l'exercice déjà en lui-même fort complexe de la fouille sur le terrain, devenant ainsi tributaire de ceux qui maîtrisent le déchiffrement des inscriptions, qu'elles révèlent une dédicace officielle, une carrière politique ou une épitaphe. Mais pour reprendre la formule que Walter Trilmich a énoncée dans sa conférence inaugurale, l'archéologie et l'épigraphie sont des sœurs inséparables, et l'archéologue classique est précisément celui qui, en principe, sait aussi lire et éventuellement dater les formules qui, dans le monde grec comme dans le monde latin, donnent un sens aux vestiges parfois bien pauvres auxquels il est confronté. Ce qui veut dire que cet archéologue doit disposer, ou du moins devrait disposer, de ce Biagio Pace, appelé, au terme d'un livre déjà ancien qui n'a pas eu en Europe le retentissement qu'il méritait, disposer de la conoscenza integrale della cultura del tempo, et Biagio Pace d'insister sur quel concetto unitario degli studi del mondo antico che in ogni ramo dell'indagine precostituisce la sola possibilità di un lavoro fecondo. Un chantier méditerranéen n'a effectivement quelque chance de fournir des résultats historiques de quelque importance que s'il échappe au morcellement des compétences, ce qui n'exclut pas évidemment qu'ensuite, à l'occasion de la publication scientifique, il soit fait appel aux spécialistes de diverses sciences annexes. En fait, par-delà ces observations purement techniques, qui relèvent de la pratique d'un métier plus exigeant que beaucoup d'autres, il convient de noter que l'une des principales prérogatives de l'archéologie classique est, en dépit ou à cause de la mise à distance de son objet, dont nous avons rappelé plus haut l'impérieuse nécessité, sa faculté à rétablir dans notre histoire la continuité qui lui fait aujourd'hui si souvent défaut. Et cette continuité, elle est assurée par la langue, au sens large,
la langue que parlaient non seulement les habitants des pourtours de la Méditerranée, mais aussi les artistes, les architectes et les artisans à travers leurs artefacts. Il ne s'agit pas de prôner ici, sous une forme plus ou moins explicite, un repli passéiste comparable à l'attitude obsidionale de ceux qui pensent encore que, hors des lettres classiques, il n'est point de salut. Il s'agit seulement de souligner que les découvertes dans le domaine qui est le nôtre ne sont jamais indifférentes à la culture dont nous sommes tous nourris et dont les langues romanes, du Portugal à la Roumanie, gardent le témoignage. De même que sans la connaissance des origines latines qui leur sont communes, ces langues apparaissent comme décharnées et en partie incompréhensibles. De même, sans la connaissance des trames urbaines, dites fossiles, des types monumentaux réinterprétés à travers la tradition chrétienne et schémas néoclassiques, une bonne part de l'histoire inscrite dans nos villes échappe à notre compréhension. Songeons seulement au mot « basilica », pour prendre un seul exemple. Le mot, comme la chose, désigne sans conteste une catégorie d'édifices qui compte parmi les plus répandus et aussi à travers la longue histoire de ces dérives sémantiques et des annexions fonctionnelles successives dont elle a été l'objet, l'une des plus significatives de l'architecture profane et religieuse depuis son apparition dans les comédies de Plaute à la fin du IIIe siècle avant Jésus-Christ jusqu'à ses dernières versions contemporaines. Un colloque récent a pu s'intituler « Die Basilica, ein herausragender Bautypus der europäischen Architektur ». On comprend dès lors que cette continuité ne vise pas à définir une identité frileuse, car le statut de langue commune appliqué à tous les modes d'expression empêche qu'une nation ou un groupe humain se l'approprie, en devienne l'unique propriétaire et se réfugie comme dans une prison identitaire. D'autant moins que, comme l'a dit Rémi Brague, la caractéristique fondatrice de ces langues et de ces langages, qu'ils soient philologiques, plastiques ou monumentaux, est d'avoir été d'abord étrangers aux populations auxquelles ils se sont imposés. Il est vrai que les traces profondes et douloureuses laissées par l'histoire récente des grandes nations européennes a parfois, en France particulièrement, assimilé cette intrusion de Rome à une colonisation, au sens moderne du terme, dont il convenait de secouer le joug. Quand je me suis attelé, voici plus de 40 ans, à l'étude de la Maison Carrée de Nîmes, plusieurs de mes collègues, et non des moindres, se sont interrogés sur l'opportunité de prêter quelque intérêt à ce témoin de l'occupation romaine, l'urgence étant alors de promouvoir une archéologie proto-historique, seule révélatrice de ce qu'on prétendait de nos véritables racines. Les mentalités ont heureusement un peu évolué depuis ces temps lointains, et comme l'a dit récemment Florence Dupont, le seul fait qu'être romain impliqua toujours quelque chose d'étranger écarte tout danger d'une exclusivité ethnique en impliquant l'idée du mélange, qui est le fondement même de l'enrichissement de nos communautés. Cette idée rend certes périlleuse, particulièrement l'approche des traces laissées par Rome sur l'ensemble du territoire de son empire, mais elle en fait une nécessité d'autant plus impérieuse. C'est au fond l'indécence de la formule de Le Corbusier, souvent citée, mais rarement comprise dans ses implications épistémologiques. Le Corbusier disait, il a écrit plusieurs fois, « La leçon de Rome est pour les sages ceux qui peuvent apprécier, ceux qui peuvent résister, ceux qui peuvent contrôler. Rome est la perdition de ceux qui ne savent pas beaucoup, la perdition des ignorants. » De tout cela se dégage finalement l'autre caractéristique essentielle de l'archéologie classique, qui nous semble décisive pour la survie, mais aussi pour les progrès de nos études. C'est celle qui, en raison même de l'ampleur et de la diversité des dossiers documentaires dont elle dispose, en raison aussi de son ouverture récente sur l'anthropologie, la sociologie, la sémiologie, en raison enfin des possibilités nouvelles que lui offrent les restitutions en 3 dimensions et tous les logiciels de relevé, permettent à ceux qui s'en donnent la peine de se replacer autant que possible dans les conditions de l'observateur et de l'usager antique, face aux images, aux objets et aux vestiges monumentaux. Cette forme exigeante de l'herméneutique est, croyons-nous, praticable seulement dans le champ si richement balisé des civilisations grecques et romaines. Elle implique là encore et plus que jamais la conscience de la distance temporelle et la prise en compte de la radicale altérité de ce monde antique, mais elle fait de cette radicale altérité non pas un obstacle, mais l'instrument même de son investigation et le gage de sa légitimité. Il apparaît alors, et la démarche illustrée par de nombreux et éminents savants, dont beaucoup sont ici, ainsi que les résultats qu'ils ont acquis dans des secteurs très différents de la recherche, le démontrent de la façon la plus éclatante. Il apparaît que le devoir des anticisti
per dirla con gli amici italiani, n'est plus, ou du moins plus seulement, de s'enfermer dans des débats typologiques et stylistiques, aboutissant à des classements chronologiques périodiquement remis en cause. Il est aussi et peut-être surtout de retrouver, au prix de détours souvent longs et complexes, non seulement l'apparence, mais aussi, je dirais surtout, la signification initiale des œuvres, des ensembles monumentaux, des compositions plastiques, etc., pour mieux comprendre les conditions de leur élaboration et cerner leur raison d'être. L'archéologie classique d'aujourd'hui et de demain, conçue en ces termes, a toute chance alors de quitter les oripeaux dont on l'affuble encore souvent d'archivistes poussiéreuses d'une discipline passéiste, enfermée dans des a priori axiologiques, pour acquérir le statut d'une science vivante et riche de potentialité. En convoquant toutes les ressources de l'archéologie et de l'histoire, selon une méthode philologique, entendue dans son sens initial, c'est-à-dire antérieure à l'assimilation du mot à la seule linguistique, et aussi en mobilisant à chaque fois que cela est possible les techniques numériques, l'archéologie classique s'autorise désormais des découvertes, des images, des conclusions, où la part de l'hypothèse est de plus en plus réduite, et qui rendent littéralement la vie aux structures et aux objets étudiés, en les faisant sortir des catalogues amorphes, en leur rendant la place qu'ils occupèrent en leur temps dans la vie quotidienne et l'activité des populations, mais aussi dans l'expression des croyances, dans l'exaltation des idéaux individuels ou collectifs, comme dans le jeu des conflits politiques, culturels, sociaux, religieux. L'oracle de Delphes, si l'on en croit Héraclite, cité par Plutarque, ne disait rien, ne cachait rien, mais donnait des signes. Ou téléguei, ou técryptei, Allah semainei. La tâche qui nous incombe est précisément de déchiffrer les signes que nous mettons au jour, depuis les objets les plus humbles jusqu'aux monuments les plus imposants. Ils sont en effet rarement explicites en eux-mêmes, et la signification des formes, des images et des gestes transmis par la fouille ne se dévoile qu'à ceux qui ont pu suffisamment s'imprégner du contexte d'où ils émergent. C'est ce qu'on a parfois appelé, avec quelque vraisemblance, la conversion du regard. C'est en tout cas ce qui nous paraît définir avec le plus d'efficience la qualité de l'archéologue classique, si du moins celui-ci a pris conscience de ce qu'exige l'analyse de ce secteur du passé qu'il a la chance d'examiner, ce qu'il a perdu en valeur normative et en exemplarité, ce secteur, qui reste assurément le plus difficile, mais par là même le plus passionnant à restituer dans toutes ses dimensions, le regagne aujourd'hui en actualité. Et de sa restitution jamais achevée, mais sans cesse plus précise, nous sommes toujours en droit d'attendre les informations les plus stimulantes, non seulement pour l'histoire ancienne de nos communautés, mais aussi pour la gestion d'un présent qui souffre en général d'avoir perdu la conscience de l'épaisseur et de la richesse d'un passé transnational auquel il doit l'essentiel de ses repères. Au moment où les nations européennes, pour des raisons diverses, consacrent beaucoup de ressources à exalter ce qu'elles appellent leur patrimoine et leur mémoire, tout en s'accommodant de l'oubli, voire en accélérant la disparition des éléments linguistiques et culturels qui en sont inséparables, l'archéologie classique, entendue non seulement comme une exhumation, mais comme une réactualisation accessible à tous de quelques-uns des témoignages les plus significatifs de ce qui constitua pendant tant de siècles le tissu de nos villes et de nos campagnes, doit permettre aux jeunes générations de perdre le sentiment que beaucoup partagent déjà de cheminer sur une terre inconnue, du moins étrangère. Je terminerai, si vous le permettez, cette trop brève réflexion sur une si vaste question par une image, un souvenir qui est aussi pour moi le souvenir d'un ami cher. Il existe à Chemtou, Simitus, à l'extrémité occidentale de l'actuelle Tunisie, sur le site des fameuses carrières de Giallo Antico, une montagne dite de Saturne. Quand on la regarde avec un œil non averti, on ne discerne rien de remarquable sur sa pente rocheuse. Mais il suffit qu'un connaisseur, en l'occurrence, pour ce qui me concerne, ce fut le regretté Friedrich Jacob, qu'un connaisseur vous montre comment se laisse discerner, sur un point quelconque de sa surface, un bas-relief cultuel consacré à Saturne, c'est toute la colline qui soudain vous saute aux yeux comme une énorme paroi historiée. Tel est le rôle que doit, me semble-t-il, assumer l'archéologue classique dans nos sociétés, aider les autres à voir, comme un réservoir de formes et d'images toujours vivantes, ce qui apparaît à la plupart comme dépourvu de relief et de vie. C'est à ce prix, mais à ce prix seulement, que nous sauverons notre discipline, une discipline qui nous est chère à tous,
Et le présent congrès, si magnifiquement organisé par nos amis de Mérida et de Tarragone, Isabelle Roda et José María Álvarez Martínez et leurs valeureux collaborateurs, nous a redonné, grâce en particulier à la place prépondérante occupée par les jeunes chercheurs venus de toute l'Europe dans chacune des sessions, nous a redonné des raisons de croire et d'espérer dans les potentialités et par conséquent dans la légitimité propre de l'archéologie classique. Je vous remercie.